not everybody's going to like your work. And if they do, you're doing something wrong. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion d'avoir des cours sur la théorie féministe et la littérature féministe, et j'ai pu lire plein de trucs écrits par des meufs. Incroyable, sensationnel, époustouflant. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 2 livres de poésie, puisque la poésie c'est mon truc préféré, et aussi parce que c'est 2 livres qui sont, à mon avis, très importants, et qui parlent de la représentation des femmes dans la société, et des femmes en général, et c'est cool, et voilà. J'aurais pu vous parler d'1 milliard de livres, mais en fait je l'ai déjà fait sur SoundCloud, j'ai fait des petits podcasts pendant mes cours, voilà, donc si ça vous intéresse, je mets ça dans la barre de description. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un tout petit livre et d'un gros livre. C'est pas la tête qui compte. Allez, on y va. Alors, je vais commencer par le gros livre. Donc ça s'appelle Fire on a Tongue. Fire... La meuf habite en Angleterre. Donc le feu sur sa langue. C'est une anthologie de poèmes contemporains écrites par des meufs, qui est à la base, je crois, un e-book, donc qui a été seulement publié sur un format électronique. Je sais plus parler. Parce que c'est aussi beaucoup de littérature qui ont été publiées sur des blogs ou des sites. Et donc, ce ne sont pas des poèmes qui sont écrits sur du papier à la base. Mais c'est sorti en format papier, comme ça, et vous pouvez l'acheter en format papier ou en format électronique. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un livre qui regroupe plein de poèmes de tout ce petit monde-là. Là. C'est que des femmes et elles sont toutes américaines, je crois. Parce qu'on n'a pas que des femmes blanches, on a des femmes noires, on a des femmes asiatiques, on a des femmes du Moyen-Orient, on a des femmes d'un peu partout. Il y a même des poèmes en espagnol, incroyable. C'est une anthologie qui parle de plein de différents thèmes sur la vie des femmes. Ça parle de l'image du corps, ce qui est ce que j'ai étudié en profondeur et ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ça parle de l'oppression patriarcale, ça parle de la pression sociale du genre féminin, ça parle de la vie des meufs en gros. Et moi ça m'a bien plu, comme vous pouvez le voir. Pourquoi c'est un livre important? C'est parce que la poésie féminine permet de parler des femmes aux femmes. Et ça, c'est pas un truc si facile à faire et si facile à trouver. Et surtout, c'est donc de la poésie qui a été publiée sur internet en premier lieu, et c'est une poésie qui n'a pas demandé d'autorisation pour exister ou pour être publiée. Donc, il n'y a pas de filtre mis à part celui de la littérature. C'est aussi un moyen de représenter l'expérience de plein de femmes à travers sa propre expérience. C'est-à-dire un poème, c'est extrêmement personnel, surtout des poèmes qui sont dans ce livre, mais en parlant d'elles-mêmes, ces femmes peuvent parler à plein d'autres femmes et peuvent parler de ces autres femmes à des gens qui n'ont pas vécu ce qu'elles ont vécu. Alexandrie. La poésie, c'est un art à la fois personnel et à la fois de représentation. Comme à peu près tout. Et aujourd'hui, donc, je vais évidemment pas vous parler de tous ces poèmes. Tout ça là. Non. Dans mes études, j'ai eu l'occasion de faire des présentations sur des poèmes précis, et donc je vais vous parler notamment de ces poèmes. Voilà. Mon préféré, rien que ça, c'est un poème de Alicia E. Sterling. On va abandonner toute prononciation dans cette vidéo. Et je vais vous parler d'un poème qui s'appelle First Love et Quiz. Pourquoi je vais vous en parler? Parce que déjà, il se présente comme ça. C'est littéralement un quiz, comme dans les magazines, genre est-ce que c'est l'amour de ta vie? Quel pantalon vais-je mettre demain? Quelle queen de RuPaul es-tu sur BuzzFeed? Je ne vous dirai pas lequel de ces quiz j'ai fait au moins 4 fois pour tomber sur sa cheveux. Donc c'est littéralement un quiz qui nous parle des premiers amours. Mais la trigger warning, en fait ça parle d'agression sexuelle, de relations familiales, de relations abusives et de viol.
je vous propose d'aller à ce moment de la vidéo où je vais arrêter d'en parler. Et voilà, et en fait elle utilise donc le format du quiz qui est pas du tout un format de poésie classique, quelque chose de très moderne et de très contemporain. Donc au début on le lit, on est là genre ah cool, un petit quiz pour savoir sur le premier amour, et donc il y a tout le champ lexical de l'amour, du cinéma, du dîner aux chandelles, etc., etc. Mais elle utilise aussi l'histoire de Perséphone qui est une déesse de la Grèce antique, qui est quand même un truc un peu vieux. La Grèce antique ça... Oula. Hein, donc si vous connaissez pas l'histoire de Perséphone, je vais essayer de la résumer très rapidement. Perséphone, c'est la fille de Déméter et de Zeus. Déméter qui est la déesse de l'agriculture et Zeus qui est même Zeus quoi. Son oncle c'est Hadès et pour faire très vite, elle était en train de cueillir des fleurs et Hadès l'a enlevée pour l'emmener aux enfers. Dans le poème, on retrouve la présence d'Hadès qui est l'oncle qui vit au sous-sol. Le sous-sol, c'est les enfers, donc c'est Hadès. On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Et donc Perséphone se retrouve aux enfers toute seule avec Hadès. Déméter est folle de rage et donc elle décide d'arrêter toute forme de vie. C'est la déesse de l'agriculture. Du coup, elle décide que plus rien ne va pousser en attendant qu'elle retrouve sa fille. Et donc c'est la création de l'hiver. Et Perséphone se retrouve obligée de faire plein de trucs horribles, notamment de manger des humains, ce qui va l'obliger à devoir rester en enfer puisqu'elle ne peut plus vivre à l'Olympe avec les autres dieux grecs. Elle a seulement le droit de revenir au printemps avec Déméter, et donc ce qui crée le rythme des saisons là. Et donc à travers l'histoire de Perséphone, Perséphone qui veut dire la fille en grec, l'auteur se sert d'une histoire individuelle pour parler de toutes les histoires de viol. Toute cette histoire de cycle, toute cette histoire de traumatisme que Perséphone a vécu à travers son histoire avec Hadès. Ça sert à représenter le fait que, par exemple, Déméter, dans le poème, on dit que la mère ne va jamais retrouver sa fille wholly back, donc complètement entière. Et c'est vrai que les victimes de viol parlent souvent d'avoir perdu quelque chose, de ne pas se sentir entière après avoir vécu une expérience pareille. Donc, First Love Quest, c'est un poème extrêmement fort, extrêmement noir, extrêmement ironique sur l'amour et le viol, et ça nous parle, donc ça parle d'une histoire, mais en fait ça parle de toutes les histoires. Ce format du quiz, ça nous donne l'impression, l'illusion d'un choix et d'histoires différentes, mais à la fin on se retrouve devant plein d'histoires qui ont toutes le même traumatisme, le même résultat. Donc ça oppose aussi toutes les légendes et toutes les illusions qu'on crée en racontant aux jeunes filles le premier amour, comment ça se passe et tout, à la réalité extrêmement dure du viol qui peut être extrêmement ordinaire. Là on parle d'un oncle, on parle de la famille, on parle de quelqu'un de proche, on parle pas d'une légende de un inconnu qui vient dans une rue et blablabla, on connaît tous l'histoire. Elle parle aussi de l'opposition de la vision d'une telle expérience, c'est-à-dire de celle de la victime qui voit ça comme une expérience traumatisante et de celle de l'agresseur qui voit généralement pas ça comme un viol du tout. Il y a une ligne dans le poème qui dit, donc la dernière question c'est The place it took me to is called by some men hell and others love. Donc ça veut dire que certains le reconnaissent comme hell, l'enfer, et d'autres le reconnaissent comme love, l'amour. C'est le format du quiz donc nous donne une illusion du choix et aussi une illusion de pouvoir et de pouvoir s'arrêter, mais au final, au fur et à mesure qu'on lit le poème, on se rend compte que toutes ces réponses qui ont l'air complètement déconnectées dès le début, en fait se lisent d'une traite, et qu'on en choisisse une ou qu'on en choisisse une autre, à la fin c'est toujours le même résultat. La dernière ligne du poème, la dernière réponse qu'on peut choisir c'est all of the above, toutes celles du dessus. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'espoir pour les victimes. Ça montre vraiment le désespoir des victimes et le fait qu'il n'y ait pas d'échappatoire si on ne change pas ce rap language, la langue de comment on éduque les enfants, de comment on éduque à l'amour, de comment on représente l'amour. Si on ne change pas tous ces codes et si on n'apprend pas aux gens à décoder toute cette histoire, à dénouer les petits nœuds là qui font cette espèce de tricot absolument hideux, et si on n'apprend pas aux gens à défaire tout ça, on va jamais rien changer et on aura toujours à la fin la même réponse et on aura tous le même résultat. Et c'est pas un résultat qui est acceptable. Donc l'auteur parle du manque d'éducation et de représentation. Ensuite, j'aimerais vous parler de tous ces poèmes, vraiment, ils sont tous incroyables et merveilleux, et ils sont tous extrêmement intéressants et divers et variés, et voilà, ouais. Je vous conseille notamment de suivre Elisabeth
Elizabeth Aoki sur Twitter, qui s'appelle je pense Betsy Aoki, je vous mettrai le lien dans la description, qui a notamment écrit le poème All Through the Tempest, que je trouve extrêmement drôle, extrêmement bien fait, extrêmement intelligent, incroyable. Lisez-le, suivez Elizabeth Aoki, achetez ce livre, incroyable. Je m'excuse d'avance, ces livres sont en anglais, et tous les liens que je vais proposer à côté vont être en anglais. Désolée si vous parlez pas anglais, je vous mettrai des sous-titres, des trucs, je vais essayer de trouver des choses, mais je m'excuse. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous parler de ce petit livre. C'est un livre de Margaret Atwood, une autrice dont vous avez sans doute entendu parler récemment, mais ce nom vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Évidemment, puisqu'elle écrit The Handmaid's Tale, qui est un livre absolument incroyable et qui a été adapté en série sur Netflix. J'en sais rien, je regarde pas de série, donc... Du coup, je vais pas vous en parler, parce que plein de gens en ont parlé, ils en ont bien mieux parlé que moi, surtout ils ont parlé de la série, moi j'ai pas vu la série, on va demander à un expert ce qu'il pense de la série, et donc la série The Handmaid's Tale, c'est bien ou pas Archie? Ouais. Après c'est vrai que je pense que... Merci Archie, c'était vraiment très intéressant. Mais donc, je vais plutôt vous parler de ce tout petit livre qui s'appelle Murder in the Dark, un livre que j'ai également bien aimé, comme vous pouvez voir. Je fais de la SMR avec les papiers. Je déteste la SMR. Un livre d'histoire courte et de poèmes en prose, donc c'est pas vraiment un recueil de poèmes, mais ça marche quand même, on s'en fiche. Elle parle aussi des souffrances et des questions que ça apporte d'être une femme dans la société aujourd'hui. Je sais pas lequel de ces poèmes, de cette histoire est mon préféré, il y a des papiers partout. Il y a des papiers à chaque début d'histoire, vraiment, c'est incroyable, c'est super bien écrit, j'adore. C'est en anglais, désolé. Je pense qu'il y a une version française qui existe quelque part. Cherchez-le. Je vous mettrai le lien en barre de description pour pouvoir acheter ce petit livre. Comme The Handmaid's Tale, si vous connaissez l'écriture de Margaret Atwood, c'est très noir, très ironique et très léger à la fois, et très pertinent, et ça tape là où ça fait mal. Et tu t'en rends pas toujours compte dès le début. C'est-à-dire que tu lis, c'est très imagé parfois, ou alors c'est très cru, et ça a un impact incroyable, et ça a une résonance surtout sur ma vie en tant que personne qui a été élevée comme une fille, et sur, je pense, la vie de toutes les femmes de cette société aujourd'hui. Donc pourquoi ça s'appelle Murder in the Dark, donc meurtre dans le noir? Je vais vous expliquer. Restez avec nous. Meurtre dans le noir fait référence à un jeu auquel elle jouait quand elle était petite, qui se joue dans le noir. On est tous ensemble, là, comme ça. Faut mettre des petits papiers dans un chapeau, un petit contenant, un petit bol, là, une bolinette. Une bolinette, c'est un petit bol. Et il y a plein de papiers, il y en a un avec une croix. La personne qui tire ce papier est le détective, et il y en a un avec un point noir, et la personne qui tire ce papier est le meurtrieur. C'est moi le meurtrieur! Le détective sort de la pièce, on met tout le monde dans la même pièce, on éteint la lumière, le meurtrieur doit tuer une victime. Comment que ça se passe? Donc les victimes, personne ne bouge, enfin tout le monde peut bouger en fait. Tu choisis ta victime, tu t'approches, soit tu te mets à l'oreille et tu fais comme ça, t'es morte, ou alors tu mets ta main autour du cou et tu fais une petite pression sympathique, et la victime crie et tombe par terre. Tout le monde s'arrête, sauf le meurtrieur qui doit évidemment pas se trouver à côté de la victime. Le détective compte 10 secondes et re-rentre dans la pièce et doit trouver qui a tué. Qui a tué quoi? Qu'est-ce que c'est que le meurtrieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Faites entrer l'accusé. L'auteur parle de ce jeu parce qu'elle y a joué 2 fois. Une fois quand elle était petite et qu'elle s'est rendue compte que les garçons en profitaient pour toucher les filles de manière générale, pas seulement le cou, mais aussi sans faire exprès, la cuisse, le bras, bref, un peu partout. Donc elle s'est rendue compte que les hommes mentaient pendant le jeu, mais aussi en dehors du jeu, parce qu'ils suivaient les règles. Et une fois adulte, elle s'est rendue compte qu'en fait ce jeu pouvait s'appliquer à la vraie vie, et où tout le monde mentait tout le temps parce que on suit les règles. Et donc ça a résonné dans sa vie à tel point qu'elle a peur, même en pleine lumière, donc en dehors du jeu, qu'un homme lui attrape le cou, que les détectives arrivent et que personne ne la croit, qu'on ne l'entende pas crier, qu'on ne voit pas qu'elle est tombée au sol. Donc je pense facilement faire un parallèle avec les victimes d'agressions sexuelles qui ont une peur constante de ne pas être crues et donc qui n'en parlent pas parce que les détectives qui arrivent ne les croient pas. Tout simplement. Ce jeu, c'est la société. Le meurtrier, ce sont les hommes, les victimes, ce sont les femmes, les détectives, ce sont les détectives. Elle parle beaucoup des hommes de sa vie, ou des hommes de manière générale, et des relations hommes-femmes, et surtout de l'oppression patriarcale représentée par les hommes dans leur individualité. Si elle parle des attentes des relations hommes-femmes, du bonheur que ça peut nous procurer, du bonheur que c'est censé nous procurer,
et du malheur aussi que l'amour peut engendrer. Donc une de mes histoires préférées, qui est vraiment, c'est l'ambiance, c'est une histoire qui s'appelle Happy Endings, et qui se présente comme un jeu où on a plusieurs débuts, mais la même fin. Donc ça se rapproche un peu du poème dont je vous ai parlé au début. Hop, Happy Endings. Donc on a le même début qui dit John et Mary se rencontrent. Qu'est-ce qui se passe après? Si vous voulez une fin heureuse, le happy ending, essayez la réponse A. On a A, B, C, D, E et F, mais on a toute la même fin qui est John et Mary meurent, John et Mary meurent, John et Mary meurent. Donc ça parle surtout de la vie des femmes dans ces histoires, que c'est peut-être pas si simple et qu'elles souffrent presque toujours. Elle parle aussi beaucoup de la féminité, de comment être une femme aujourd'hui, de comment paraître, de comment se faire croire qu'on est une femme aujourd'hui, du fait qu'on nous demande pas beaucoup notre avis et donc qu'on doit prétendre aussi bien aimer, être comme ça, qu'on doit prétendre tout le long de notre vie, qu'on doit mentir pour suivre les règles, qu'on doit mentir, qu'on doit faire croire qu'on est heureuse, qu'on est contente, qu'on aime quelqu'un, qu'on aime les hommes, et que le paraître est quelque chose de beaucoup plus important dans la vie d'une femme que le bonheur, l'amour, la beauté, la plénitude, la paix avec soi-même, l'amour de soi, les relations qu'on a avec les autres. Ce paraître nous construit et c'est extrêmement dur d'en sortir. Il y a aussi un poème qui s'appelle Liking Men qui commence par It's time to like men again, where shall we begin? Et donc là elle parle de ses préférences physiques des hommes, mais aussi des préférences personnelles, des oppositions qu'on a entre les hommes et les femmes, des modèles, de pourquoi on aime les hommes, de qu'est-ce qu'on cherche dans les hommes, qu'est-ce qui est valorisé. Et ça se finit par You tried desperately to retain the image of the man you love and also like, but now it is sand-colored plain, no houses left standing anywhere, columns of smoke ascending, trenches filled with no quarter, heads with the faces rotting away, mothers, babies, young boys and girls, men as well, turning to skulls. Who did this? Who defines enemy? How can you like men? Still, you continue to believe it can be done, if not all men, at least some, at least two, at least one. It takes an act of faith. There's his foot sticking out from under the sheet, asleep naked as the day he was born, the day he was born. Maybe that's what you have to go back to in order to trace him here, the journey he took step by step in order to begin again and again. Donc pour vous faire plaisir, elle parle aussi de comment on peut aimer les hommes, de comment on peut construire un nouvel espoir, comment on est obligé de recommencer à chaque fois, d'y croire encore et de détruire une barrière que la société nous a construite, c'est la peur et elle est normale et on a peur et c'est comment on est censé croire encore et encore et encore après tout ce qu'ils nous ont fait. Mais aussi elle nous parle du fait qu'apprendre à croire est possible, que not all men c'est quelque chose qu'on nous fait croire et qu'on nous apprend, mais c'est surtout parce que les hommes ont peur de se rendre compte qu'en réalité c'est yes all men. Et on dit pas que c'est facile ou que ça fait plaisir à entendre, mais que c'est vrai et surtout que c'est plus important que votre ego personnel. How can you like men? Pour finir, j'aimerais lire un extrait de l'histoire qui s'appelle Women's Novels et donc qui parle de la littérature écrite par les femmes. Men's novels are about men. Women's novels are about men too, but from a different point of view. You can have a men's novel with no women in it, except possibly the landlady or the horse, but you can have a women's novel with no men in it. Sometimes men put women in men's novel, but they leave out some of the parts, the heads, for instance, or the hands. Women's novel leave out parts of the men's as well. Sometimes it's the strength between the belly button and the knees, sometimes it's the sense of humor. It's hard to have a sense of humor in a clock, in a hind one, or more. Women do not usually write novels of the type favored by men, but men are known to write novels of the type favored by women. Some people find this odd. Some people think a woman's novel is anything without politics in it. Some think it's anything about relationship. Some think it's anything about a lot of operations in it. Medical ones, I mean. Some think it's anything that doesn't give you a broad panoramic view of our exciting times. Me? Well, I just want something you can leave on the coffee table and not be too worried if the kids get into it. You think that's not a real consideration? You're wrong.